Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, ce lundi matin, notre invité est Paul Molac, député de la 4e circonscription du Morbihan, circonscription Ploërmel-La Roche-Bernard, c'est important de le préciser, et également conseiller régional de Bretagne. Merci d'être avec nous ce matin, Paul Molac. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir, vous savez bien. Eh oui, alors il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu votre voix sur l'antenne de Bretagne 5. On avait envie de parler en cette période d'élections européennes, d'Europe évidemment, mais aussi des territoires. Et on vous sait, Paul Molac, très attaché à votre territoire, à la culture bretonne. D'ailleurs, les auditeurs qui vont regarder la vidéo, puisque nous sommes filmés maintenant à la radio, vont voir votre très joli costume breton. Vous en avez fait un peu votre marque de fabrique. Oui. Alors, tout simplement, à l'Assemblée, quand il y avait mon collègue Brotherson qui était là, il arrivait avec sa chemise à fleurs, parce qu'il est polynésien, et puis son kilt de Polynésie. Et je me suis dit, moi, je peux bien arriver avec un gilet breton. Et donc, celui-ci est un gilet avec les couleurs du Vantais. Donc, il est noir, avec des broderies dont on a pris les modèles sur les châles de ma grand-mère. Et avec les couleurs du Vantais, c'est-à-dire le jaune, le blanc et le bordeaux. Donc c'est un gilet mode Ploërmel, et comme Ploërmel, c'est dans le Vantais, et c'est pas simplement dans le Morbihan, c'est aussi au niveau des vêtements, en partie dans le Vantais en tout cas, et là c'est le cas. Donc alors d'habitude j'ai aussi un gilet un peu plus cornouaillais, qui fait un peu plus quimpérois celui-là, mais celui-ci est vraiment de Ploërmel. Voilà, et vous l'avez mis ce matin pour venir à Bretagne 5, et il est très élégant, je dois le dire, très joli. On va quitter un peu la mode, si vous me permettez, Paul Molac, pour parler des territoires, mais finalement, on n'est pas si éloigné du propos. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Europe, avec les élections européennes, dans moins d'un mois maintenant, élections européennes qui cristallisent beaucoup de colère, beaucoup d'agitation, on le voit aussi. On a un pays fracturé. Est-ce que demain, une des solutions à ce pays fracturé, c'est la clé des régions, la clé des territoires ? Moi, je le crois, fondamentalement, parce qu'aujourd'hui, on a une Europe qui est en fait l'Europe des États. Parce qu'ils sont tous en train de se plaindre de l'Europe, mais en fait, c'est quand même eux qui la font. Parce que vous savez que le Conseil des ministres de l'agriculture des différents pays décide d'un certain nombre de choses, le Conseil des chefs d'État, c'est pareil, et la Commission décide, elle aussi, d'un certain nombre de choses, mais honnêtement, elle est quand même sous la coupe des États. Et le problème qu'on a en France, c'est que, contrairement aux autres pays où on a une large dévolution, c'est-à-dire que les régions ont la capacité de lever l'impôt, ont la capacité de faire des lois de pays, ont la capacité d'adapter les règlements, et malheureusement, c'est pas le cas en France. Donc, on a un système plus fédéraliste dans certains pays, on pense évidemment à l'Allemagne ou à l'Espagne. À tous, en fait, quand vous regardez. Tous les pays qui nous entourent sont des États fédéraux ou des États avec des autonomies régionales. Alors, il y a des petits États, comme la Belgique ou la Suisse, où là, la Suisse avec les cantons, c'est historique, etc. Mais le fédéralisme en Allemagne, c'est venu plutôt après 1945. En Grande-Bretagne, c'est venu en 1999. En Espagne, après le franquisme. Et puis en Italie, c'est venu après la Seconde Guerre mondiale aussi. Et là, ce sont des pays qui fonctionnent de cette façon-là, avec une large autonomie aux différentes collectivités locales. Et moi, je plaide à Paris pour ça aussi, parce que quand je vais vous donner quelques petits exemples. Quand la région Bretagne, par exemple, veut faire un TER, par exemple, on a la fameuse loi sur les trains express métropolitains. Et nous, on a expliqué que avoir un train sur Brest ou sur Rennes, ça ne nous intéressait pas, c'était pas ce qui convenait pour nous. Ce qui convenait pour nous, c'est de faire des liaisons relativement rapides entre Rennes et Brest, et entre Rennes, Nantes et Rennes, Quimper. Et donc, des liaisons utiles finalement. C'est ça. Donc il a fallu qu'on rentre en expliquant qu'il fallait modifier la loi, etc. Et c'est compliqué parce qu'il faut le faire avec le gouvernement, il faut le faire avec les députés, et on n'a pas la possibilité, la région Bretagne n'a pas la possibilité d'adapter la loi sur ces questions-là. Donc, quelquefois ça marche, et puis d'autres fois, le gouvernement ne veut pas, pour telle ou telle raison, et ça ne fonctionne pas.
Ça, c'est pour la région. Mais si je prends le bloc communal, les communes, tout le monde a entendu parler des dents creuses. Des dans un fameuses dents village, creuses, voilà, il y en a dans les villages. il y a une terre, là, vous avez quelques arts, quelques centaines d'arts. On ne mettra jamais un tracteur dedans. De toute façon, avec les tracteurs de 220 chevaux, maintenant, on a même à peine la place de tourner. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, normalement, on doit pouvoir urbaniser. Il y a déjà tous les réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone. Il y a déjà une route qui vient. Donc, on peut assez facilement, et ça ne coûte pas très cher, urbaniser ces dents creuses. Sauf que la loi dit, c'est exceptionnel. Alors, le maire de Carentoire, que je connais bien, il me dit, bon, écoute, moi, j'ai un bourg, 240 villages. Comment veux-tu que chez moi, l'urbanisation des dents creuses des villages, ce soit exceptionnel? C'est pas possible. Et donc, il faudrait qu'ils puissent dire, voilà, le terme d'exceptionnel, nous, non, ce sera pas exceptionnel. Mais pour l'instant, il ne peut pas. Alors qu'on a un besoin cruel de logement ici en Bretagne, on en a beaucoup parlé dans la presse et ici au micro de la matinale, y a une incompréhension finalement du terrain, le terrain que vous vivez, vous Paul Monac, et vous vivez aussi la République puisque vous allez à Paris. Il y a une incompréhension des gouvernements, alors je dis des gouvernements en règle générale, par rapport au terrain. Oui, complètement. C'est-à-dire que ça fonctionne par statistique. Donc voilà, on a consommé tant de terres agricoles, donc il ne faut pas en consommer tant, etc. Alors là-dessus, ils ont raison sur le fond, il n'y a pas de problème. Mais c'est comment on le fait? Et finalement, est-ce que urbaniser les dents creuses, ça ne permet pas à un moment donné de ne pas faire un lotissement en bordure de bourg, qui prend de la terre agricole en général aux bordures de bourg, c'est pas la plus mauvaise, voire d'en faire un plus petit? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc on économise parce qu'on utilise de la terre qui de toute façon ne sera pas de la terre agricole. Mais ça, ça rentre pas dans les statistiques, ça, c'est difficile à rentrer. Et le problème, c'est qu'on a un certain nombre de choses comme ça. Il y a des objectifs par rapport, par exemple, à la décarbonation, par rapport à moins de gaz à effet de serre. Donc le principe, il est bon. C'est l'application après qui est mauvaise parce que c'est purement statistique. En fait, on tient plus compte des réalités locales. On n'entend pas les élus de terrain, on leur fait pas confiance. Ah non, ça c'est le problème. Ça c'est le problème. On a une administration centrale qui pense que c'est elle qui incarne l'intérêt général et l'intérêt de la nation, avec un grand N, et que les élus, eux, par contre, sont les représentants de leurs électeurs. Donc nous, c'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt de nos électeurs. Sauf que, je dis, comme je dis bien souvent, l'intérêt général, c'est souvent l'intérêt particulier de celui qui définit l'intérêt général. Donc, nos braves gens qui sont dans nos ministères sont des urbains, donc ils vont penser comme des urbains, et finalement, leur intérêt général à eux, ce ne sera pas forcément le nôtre. Et toute la difficulté est là, et à un moment donné, il faut un équilibre. Donc, il faut un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est celui des territoires. Alors, on voit des territoires qui ont envie d'autonomie. Alors, on va prendre l'exemple emblématique de la Corse. Depuis de nombreuses années, la Corse demande son autonomie, parfois même son indépendance. Là, il y a un processus qui a été lancé par Gérald Darmanin, un processus d'autonomie dans la République française, c'est le terme précis. On a entendu le président de la région, Loïc Chenet-Girard, on l'a évoqué ici au micro de la matinale, et il l'a évoqué également là aussi au micro de la matinale, avoir des envies d'autonomie, avoir envie, en fait, que la Bretagne soit la deuxième région autonome en France. On sent aussi qu'il y a une cristallisation des peurs, l'autonomie, l'indépendance, et si demain on nous fait tous parler breton, et porter l'abri breton, pourquoi pas? Voilà, il y a ces peurs, peut-être infondées évidemment, là je vous titille un peu, oui. Paul Monac. Vous les entendez, ces peurs, ces craintes? Oui, bien sûr. Oui, parce que derrière, en fait, c'est le problème de qu'est-ce que c'est être français. C'est ça, en fait. Et donc, le problème, pour moi, les choses sont assez simples. Il y a des citoyens. Donc moi, je suis citoyen français. J'exerce mes droits politiques avec les autres en fonction de la Constitution, de la loi, etc., etc. Ça, c'est la citoyenneté. Et puis après, en France, les choses sont pas très claires. On ne sait pas trop ce que c'est que la nation. On sait pas trop. Alors pour certains, la nation, c'est parler parisien. En gros, hein, je vais faire simple, mais c'est un peu ça. Et là, je leur dis, non, écoutez, et moi je dis, moi je suis de nationalité bretonne, parce que je suis breton. Ça ne m'empêche pas d'être un citoyen, d'exercer mes droits politiques
avec les autres. Mais je ne confonds pas les deux. Et tant qu'on ne fera pas cette distinction en France, on aura un problème. On pensera que, à partir du moment où on a oublié de mettre un « e » qui s'entend pas quelque part, c'est une faute, et mon Dieu, on est en train de tuer la langue française, parce qu'il y en a qui vont jusque-là. Non, c'est pas ça. Et là, c'est pour ça que c'est pas clair chez eux. Et si on faisait une distinction entre les deux, ce serait beaucoup plus clair. Et on n'aurait pas à dire, bon ben voilà, il faut que les gens arrivent. Et il y a une forme de xénophobie. Et quand je vois, par exemple, la République française n'est pas raciste, ça c'est clair. Vous pouvez avoir n'importe quelle couleur, vous pouvez avoir des places très importantes, vous pouvez arriver à des choses qui sont tout à fait satisfaisantes, y compris à la télé, y compris dans les ministères, y compris ministre, pourquoi pas, à une condition. C'est que vous parliez et que vous ayez les mêmes codes culturels que nos braves gens qui habitent à Paris. Si jamais vous avez un accent, si jamais vous n'avez pas les mêmes codes culturels, eh bien vous serez mis de côté. Et ça, c'est une forme d'exclusion. Et je veux prendre un exemple, là aussi. Et vous croyez vraiment que quelqu'un qui parle comme ça présentera le 20h à Paris? Eh bien, ça sera compliqué. Et pourtant, d'ailleurs, dans les écoles de journalisme, on leur dit « Ah mais vous avez un accent, pas la peine d'essayer de faire de la presse orale. Hein. » Et pourtant, il y a eu des grandes voix qui avaient des commentateurs sportifs, mais aussi on pense à André Arnaud, qui fut une des grandes voix d'Europe 1, jadis, il y a bien longtemps, qui avait cet accent du sud-ouest. On a Apathy. Jean-Michel Apathy. Avec un accent basque assez fort, mais c'est un des seuls. Hein. Et oui, c'est compliqué au niveau des accents, des langues. C'est vraiment, en France, c'est vraiment pas simple. On dirait un petit mot des médias tout à l'heure régionaux qui font un travail important pour la culture dans les régions, en Bretagne ici et bien dans bien d'autres régions. Mais je voulais vous entendre aussi sur le fait de cette autonomie de la Bretagne. C'est aussi une forme d'autonomie culturelle. Il y a longtemps que la Bretagne, qui attire beaucoup d'ailleurs. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autonomie, ce n'est évidemment pas l'indépendance. D'ailleurs, moi, je ne suis pas favorable aux indépendances globalement. Hein. On a à peu près 126 nationalités en Europe. On ne va pas faire 126 États. Ce serait compliqué à gérer. Ce serait compliqué. Donc, j'allais dire l'idée française, comme quoi il y a un État, un peuple, une langue, il faut qu'on dépasse ça. Parce que si on fait ça, on atomise l'Europe. Et donc, c'est pas l'idée. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un poids au niveau mondial, ce sera l'Europe ou ce sera rien. Il faut être clair. D'autant plus en voyant la situation géopolitique, on pense aussi à la guerre en Ukraine, à nos portes. Complètement. Et on a des grands États qui sont à la taille des continents, l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil. Et là, c'est l'échelle européenne qui est la bonne. L'autonomie, c'est tout simplement en rendre efficace l'action publique. Je l'ai montré tout à l'heure en prenant l'exemple des Dents Creuses. Comment on veut que le bloc communal soit dans le domaine du logement efficace, eh bien, il faut lui en donner les moyens. J'ai parlé des transports pour la région. Et en fait, tout simplement, c'est permettre aux collectivités locales d'être efficientes. Parce qu'aujourd'hui, on pense que si on traite tout le monde de la même façon, à Paris, eh bien, on va être égaux. Mais traiter de façon différente des situations différentes, les traiter de façon égale, ça revient à faire perdurer les inégalités. Donc la seule façon de s'adapter au territoire, c'est de dire au territoire, bah, effectivement, allez-y, expérimentez, et puis on regardera les résultats. Il y a des spécificités, évidemment, entre les régions, des spécificités culturelles, de mentalité aussi. On ne pense pas dans le sud de la France comme on pense en Bretagne ou dans le nord de la France. On oublie ces spécificités-là, on les a nivelées un petit peu au niveau national. Ah bah certains veulent carrément les voir disparaître. Mais je vais vous donner un exemple là-dessus qui va sans doute éclairer un peu. Prenons l'enseignement bilingue breton-français. Ça fait 40 ans que ça existe. On pense aux écoles d'Iwan. On pense aux écoles d'Iwan, mais il y a aussi, en fait, aujourd'hui, c'est dans l'enseignement public qu'il y a le plus d'enfants qui sont en bilingue. Ça fait 40 ans que ça existe, 40 ans que l'éducation nationale ne réussit pas à former suffisamment de maîtres pour le premier degré et le second degré. Vous croyez vraiment que si la région s'en occupait, 40 ans après, on n'aurait toujours pas réglé le problème ? On n'en parlerait sans doute pas parce que ce serait naturel. Voilà. Donc, en fait, on voit bien là qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que l'État, à partir de Paris, commence à devenir inefficient. Parce que
Et il faut dire aussi qu'on demande tout à l'État. Prenez aujourd'hui un maire, autrefois, il ne s'occupait pas de commerce, il ne s'occupait pas de logement, il ne s'occupait pas non plus de police, on peut... alors, de police, un petit peu. Il y avait un petit peu de garde champêtre. Il y avait de garde champêtre. Mais entre le commerce, le logement et la médecine, avec les maisons de santé, c'est ça qui m'échappait. Aujourd'hui, ils s'occupent de tout ça. Donc, on voit bien que la puissance publique, aujourd'hui, s'occupe de tout. Avec des maires qui jettent l'éponge parce que ça devient trop vite et très compliqué, en particulier dans des petites structures, des petites communes. C'est vrai, mais il n'y en a pas tant que ça. Moi, je vois les maires, chez moi, je suis admiratif, honnêtement, parce qu'ils bossent, ils voient les difficultés, ils essayent d'y pallier, ils font un travail énorme. Et pourtant, ils n'ont pas les moyens, les moyens réglementaires ou les moyens législatifs de faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je pense qu'il faut leur lâcher la grappe. Et ça s'appelle l'autonomie. On est très loin de l'indépendance. Qu'est-ce qui fait peur dans l'autonomie? Qu'est-ce qui fait peur à ce qu'on appelle le pouvoir central? Parce que dans si vous voulez, les idées françaises, on est parti du principe que la France a toujours existé. Donc la Gaule, c'était déjà la France. Alors quand je voyais le petit Lavis, c'était marqué « La Gaule, c'est la France avant la France ». Bon, il faudra qu'on m'explique comment on peut être avant même d'exister, mais enfin bon. Et en fait, le Moyen-Âge, c'est la destruction de la France, quelque part. Et après, c'est les rois et la République qui vont refaire la France. Avec des provinces, quand même. Et là, les provinces, en fait, quelque part, se sont faites au détriment de la France. C'est ça qu'on met dans la tête des gens. En fait, non, c'est autre chose. De toute façon, la France n'existait pas avant, je dirais, si on prend la Bretagne, par exemple, elle ne rentre en France qu'au XVIe siècle, en 1532. Donc, mais on est dans l'idée que la France, voilà, les régions ne sont pas légitimes, que finalement, ils ont essayé à détruire la France, alors qu'en fait, elles n'ont jamais pu le faire. Et tout ça, ça se met dans la tête des gens, par l'école, entre autres. Alors qu'en fait, non, la France est une construction historique qui s'est faite au Moyen-Âge, mais aussi à l'époque moderne, et qui s'est terminée, en gros, je dirais en 1860, avec la Savoie et Nice. Voilà. Et cette construction historique, bien, elle est en place. Très peu de gens veulent sa mort. Donc on est vraiment dans une espèce de paranoïa, là, parce que les indépendantistes, ils sont très très peu nombreux. On a entendu des députés, en tout cas des responsables politiques, on pense au Rassemblement National, qui à un moment ont eu l'idée, ont imaginé que les régions pourraient disparaître. Je vous ai senti vous tendre tout à coup, Pierre Molac. Paul Molac, pardon, je vous appelle Pierre, Paul Molac. Oui, alors ça fait partie des idioties qu'on peut entendre en ce moment. Alors, pour faire des économies, on va supprimer la région. Alors, je dis aussi, on supprime donc les dotations qu'on donne au lycée, je suppose. On supprime donc les TER. Donc, en fait, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais on ne supprimera évidemment pas les services que fait la région, et elle en fait un certain nombre. En particulier, on parlait en off tout à l'heure du transport. Effectivement, la région essaye de développer le TER en mettant plus de rames, essaye de développer les cars régionaux en mettant plus de cars régionales. Alors, par exemple, je pourrais prendre la ligne Pleyre-Mel-Vannes, où on s'est arrangé avec la communauté d'agglomération de Vannes, avec les communautés de communes de Pleyre-Mel et de Brocéliande au BC, pour avoir, en fait, on leur a dit, bon voilà, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on ait un car qui fasse Pleyre-Mel-Vannes assez rapidement, donc qui s'arrête le long de la 4 voies, mais qui ne s'arrête plus dans les différents villages. Libre à vous ensuite de mettre en place des transports qui seront payés à moitié par la région et à moitié par vous, pour desservir, à partir de ces points-là sur la 4 voies, de desservir tous les bourgs et les villages que vous voulez desservir. C'est vous qui voyez. Et du coup, on a augmenté la fréquentation en quelques mois de 75%. Et on a non plus 2 navettes comme on avait autrefois, mais 8. On a privilégié l'efficacité finalement. Oui, et puis le service rendu aux habitants, on essaye en tout cas.
Et c'est ça l'intérêt, si vous voulez, des collectivités locales, parce qu'elles peuvent mettre en place un certain nombre de services pour les habitants. Et certains trouvent que c'est encore cher, mais sachez que 90% de la somme, elle est payée par les communautés de communes et par la région. Est-ce que une région comme la région Bretagne a assez de moyens pour faire vivre ses ambitions, son ambition politique? En gros, est-ce que l'État pourrait faire un effort sur la dotation? Alors c'est le grand moment, parce que l'État qui est quand même assez, je vais dire, assez curieux. Le déficit, c'est lui. Les collectivités locales n'ont pas le droit de faire des déficits, donc elles ne font pas de déficit de fonctionnement. Et il vient dire que c'est de la faute des collectivités locales s'il est en déficit. C'est quand même un peu fort de café, tout ça. Et la région Bretagne, alors au niveau de la mobilité, effectivement, on voudrait qu'il y ait un versement additionnel pour pouvoir faire plus de mobilité encore. Parce que là, en fonction de nos budgets, on voit bien qu'on n'y arrivera pas. On ne va pas pouvoir développer plus. Donc c'est une proposition qu'on a fait au ministère, parce qu'on n'a pas le choix de le faire nous-mêmes, on ne peut pas lever l'impôt, et pour l'instant c'est non. Donc bon, j'avais proposé moi, pendant la loi sur les fameux trains express métropolitains, cette proposition qui n'a pas été retenue par le gouvernement et pas par la majorité des députés malheureusement. Donc voilà, mais non, on n'a pas forcément les moyens de le faire, mais vous voyez bien que c'est des moyens qui sont liés en fait à la possibilité de changer le règlement ou de faire la loi. Là encore, on revient à la décentralisation, aux envies d'autonomie. Complètement, et il y a un territoire dans la République qui fait des lois de pays, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on pourrait s'en inspirer finalement. Ben, je pense, et on a parlé de la Corse tout à l'heure, mais pour la Corse, c'est vraiment une question démocratique, parce que ça fait 3 fois que Gilles Simeoni est élu en Corse sur un programme de ce type. Et jusqu'à maintenant, on disait non. Et là, je trouve que le gouvernement est assez éclairé. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que la Corse ne peut pas être gérée comme une autre région française, c'est évident. Sa place dans la Méditerranée est très éloignée, il y a plein de choses qui sont compliquées pour eux. Tu as à la fois la loi littorale, à la fois la loi montagne, les deux. Donc c'est vraiment une région très particulière pour ça. Et l'un des choses que nous voulons, nous, et le président de la région l'a dit, hein, et effectivement, nous voudrions que le statut qui a été négocié soit voté et rentre dans la Constitution. La constitutionnalisation, on pourrait dire comme ça, de la régionalisation. Ça fait peut-être un titre un peu pompeux. On a aussi le côté culturel. On voit la Corse, une région à forte identité culturelle. La Bretagne l'est aussi. Alors il ne s'agit pas de dire qui est plus à forte identité que l'autre, mais on voit quand même des régions qui reviennent à leur identité. La Bretagne a toujours été très attachée à sa culture, à sa musique, aux langues. Alors je dis aux langues au pluriel, puisqu'il y a 2 langues en Bretagne, le breton et le gallo. La région a fait énormément pour les langues régionales. Alors oui, on a fait beaucoup, mais on continue à faire. Parce que, si vous voulez, le budget de la région pour les langues, en quelques années, a été augmenté de 20%. Donc c'est assez énorme, parce que on est plutôt dans un moment compliqué au niveau des finances publiques. On est plutôt sur l'économie aujourd'hui. Les collectivités locales, en fait, le budget des langues en Bretagne, c'est le seul budget qui ne baisse pas. Ce qui est une bonne nouvelle pour la culture. Quand je vois mes collègues sur les autres, le sport, etc., ils me disent t'as de la chance, toi. Hein. Donc, vous voyez, et je pense que bon, c'est important. C'est un budget à peu près d'une dizaine de millions. Si on rajoute le budget d'un certain nombre de départements, on doit arriver à peu près à 15 millions. Donc c'est un budget qui est quand même conséquent. Alors bien sûr, on voudrait toujours plus, mais en particulier la chose qui est importante, c'est la capacité de négocier avec l'État, parce que bon, si vous prenez l'enseignement, c'est prérogative d'État. Si vous prenez les routes nationales, c'est prérogative d'État. Et on a un petit sujet là en ce moment, parce que nous, on voudrait bien que l'affichage en Haute-Bretagne soit trilingue.
Mais bon, je suis passé là, à côté de Plémé, j'ai vu que c'était pas trilingue. Donc, non. C'est un peu compliqué alors, avec, avec la préfecture, puisque nous, on lui a dit que bon, bah, la solution qu'on a arrêtée, c'est on fait du bilingue en Basse-Bretagne, breton-français, on fait du trilingue quand on est en Haute-Bretagne. Bon, il va falloir qu'on discute encore un petit peu avec la préfecture pour que tout ça se mette en place. Il nous reste 3 petites minutes, Paul Molac. Je voulais vous entendre aussi, toujours sur la culture. Aujourd'hui, il y a des grandes inquiétudes sur les médias à Paris, en particulier en France. On est dans une époque troublée. On entend beaucoup de fake news, beaucoup de choses. On a une chance en Bretagne d'avoir des médias vivants. Alors, on va prêcher un peu pour notre chapelle. Les radios associatives, Bretagne 5 en fait partie, il y en a d'autres, bien entendu, et toutes ces radios permettent justement l'expression politique, l'expression culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui la région doit faire un peu plus pour conserver ces médias dans un moment où ils sont fragiles, on pourrait le dire comme ça? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est la mise en place de la radio numérique. Le donc DAB+. Ouais, et ça va nous coûter un peu d'argent parce que j'ai déjà vu les budgets. Ça va, et c'est là-dessus qu'on est parti aujourd'hui. Donc oui, alors on est souvent au niveau des radios la collectivité qui soutient le plus. Et en particulier quand on a des. Alors moi, je m'occupe du budget langue, hein, donc oui. Donc en particulier les radios qui font du breton et du gallo, effectivement, reçoivent un abondement par rapport au gallo et au breton. Donc c'est quelque chose que... Alors, difficile parfois, effectivement, parce que le DAB+, ça va être des moyens en plus, mais on est dessus, oui. Avec l'importance de conserver ces médias régionaux, on a longtemps parlé d'une radio, d'une télévision publique régionale, voilà, alors on va pas tirer sur nos confrères de France 3 ou de Radio France, mais voilà, il y a eu cette idée-là à un moment, c'est toujours dans les cartons? Alors, c'était dans les cartons, mais en fait, on voit bien qu'à Paris, ils n'ont pas trop envie de le faire. L'idée, c'est de se débarrasser plutôt des chaînes publiques, malheureusement. Parce que ça, je pense que ça fait partie de l'offre globale, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait que ça, évidemment, mais de l'offre globale, et je crois que c'est pas à l'ordre du jour. Donc si on veut faire ça, il faudra qu'effectivement ce soit la région qui soit moteur. Alors nous, on a quelques idées, c'est vrai, mais ça demande pas mal d'argent aussi. Voilà, toujours le nerf de la guerre. Un dernier mot, on voit une situation très compliquée aujourd'hui au niveau politique à quelques semaines de l'échéance électorale européenne. En une minute, hein, voilà, en une petite minute, est-ce que ça vous inquiète le climat actuel ? Oui, parce que je pense que les Français ne regardent pas la réalité comme elle est réellement. C'est-à-dire qu'ils voient un certain nombre de choses, des anecdotes qu'il y a par exemple à la télé, et ils pensent que c'est la réalité. Alors je vais vous donner un petit exemple là aussi, parce que j'aime bien les exemples. Ma maman, qui à cette époque-là avait à peu près 94 ans, me dit comme ça, « Oh dis donc, il y a des crimes quand même ». Alors je lui dis, écoute maman, t'avais plus de crimes que d'habitude à Pleyhermel ? Elle me dit, ah non, pas à Pleyhermel. Bah, je lui dis, pourquoi tu me dis ça ? Alors elle me dit, ah bah on voit bien à la télé. Ah bah je lui dis, maman, t'inquiète pas, hein, le jour où il n'y aura plus de crimes en France, ils iront chercher à l'étranger. Donc faut pas confondre, si vous voulez, les crimes, il y en a toujours eu malheureusement, et la fréquence des crimes. Aujourd'hui on a un problème grave, c'est celui des bandes, et en particulier lié au trafic de drogue. Alors ça, effectivement, c'est un vrai problème. Mais je dirais, la guerre des gangs, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut regarder les choses et il faut voir un peu d'un niveau statistique. C'est devenu peut-être plus violent aujourd'hui. Bah, non. En fait, non, parce qu'on voit que les crimes de sang, ça baisse, globalement. Et donc, non, c'est pas devenu plus violent. Non, bien au contraire, c'est plutôt plus policé qu'avant. Voilà, reste en Bretagne, on a toujours des problèmes qu'on n'avait pas avant, justement, autour du trafic de drogue, dans les villes et même dans nos campagnes. Voilà. Oui, parce qu'ils ont tendance à venir aussi dans les campagnes. Donc, mais alors le gouvernement y travaille, il faut continuer à travailler sur ces questions, parce que le trafic de drogue, c'est ça qui nourrit finalement le crime organisé. On va devoir se quitter là. Paul Molac, député de la 4e circonscription du Morbihan, conseiller régional, et avec ce magnifique costume que j'ai admiré là pendant toute l'interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et très belle journée. Bretagne 5,
Le 7-9, Stéphane Hamon.